Selon les statistiques datant du 31 décembre 2022, 15,18 millions de Camerounais utilisent un smartphone. Celui-ci est devenu instantanément l'appareil photo par excellence de ses utilisateurs. Technologie de l'information et de la communication aidant, les images prises sont publiées sur les réseaux sociaux. Une action anodine qui pourrait ouvrir la voie à de nombreux ennuis. On en parle dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'émission C'est tout droit. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. Ce jour, nous parlons du droit à l'image avec l'avènement des réseaux sociaux que risque celui qui filme et publie des images sans autorisation préalable. Pour nous éclairer, je reçois sur ce plateau Maître Yves Mbadi. Il est avocat au barreau du Cameroun. Maître, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Oriane, ce sera toujours un plaisir de répondre à vos invitations et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Merci. Mesdames et messieurs, pour vous planter le décor, je vous propose de regarder cet élément et nous revenons juste après. Pour moi, le droit à l'image, c'est utiliser l'image de quelqu'un avec son consentement. Le droit à l'image, c'est quand quelqu'un veut rester anonyme. Il ne veut pas être vu par la société. Si je vais vous expliquer quelque chose que je ne comprends pas, le droit à l'image, il faudrait un peu essayer d'abord de me dire ce que ça veut dire, le droit à l'image, la définition. Et bon, je ne sais pas trop, hein, je ne peux pas vous mentir. À mon sens, le droit à l'image, c'est le fait de ne pas pouvoir filmer de manière illégale ou litigieuse quelqu'un. Donc, quand tu te fais filmer par une chaîne reconnue au Cameroun de façon internationale, tu te rassures que ton image est respectée par cette chaîne. Donc, le droit à l'image, c'est l'identité de quelqu'un qui est filmé légalement par une chaîne de télévision nationale. Généralement, on va dire droit à l'image. En fait, c'est l'image que les gens, la personnalité te donne. L'image que, pas la personnalité, en fait, les gens que tu côtoies te donnent déjà. Et lorsqu'on dit tu as droit à l'image, ça veut dire tout le monde a droit à l'image. Maintenant, c'est toi qui caractérise ton image, si elle est positive ou négative. Ce que j'entends par droit à l'image, c'est que, bon, c'est moi qui définis mon image en fait. Donc, je ne peux pas, par exemple, laisser les gens me prendre en photo sans me demander, sans demander mon avis. Je peux aussi accepter que des individus publient mes photos sur le net sans toutefois demander mon avis, quoi. Donc, c'est ce que j'entends par droit à l'image. Pour moi, le droit à l'image, c'est donner son propre consentement pour qu'on nous prenne en photo ou qu'on publie nos vidéos, bref, notre image en fait. Maître, est-ce que parmi nos téléspectateurs ou alors l'homme de la rue, quelqu'un a pu répondre à cette question? Nous avons simplement demandé, qu'est-ce que le droit à l'image? Alors, Oriane, en écoutant cet extrait tout à l'heure, je me suis rendu compte que la plupart de ces téléspectateurs ont d'une certaine façon répondu et donné les éléments de caractéristiques du droit à l'image, bien que chacun l'ait fait à sa façon et avec ses propres thèmes. Parce qu'il faudrait concevoir de façon générale le droit à l'image comme cette prérogative-là reconnue à un individu de disposer de son image ou alors de s'opposer à l'utilisation de son image sans son consentement. Cette façon générale, la conception qui est retenue par la majorité des auteurs s'agissant du droit à l'image. C'est un droit qui est attaché à la personnalité. Il rentre dans la catégorie des droits fondamentaux d'ailleurs, c'est-à-dire les droits qui sont liés à l'existence de la personne elle-même, à la personne humaine. À la vie privée carrément? À la vie privée, hein. Ok. Effectivement. D'accord. Peut-être qu'avant d'aller plus loin, il faut déjà comprendre c'est quoi l'image. Quand on parle d'image, il s'agit de quoi concrètement? Alors, l'image, de façon générale,
On peut l'entendre sous différents aspects. Et d'ailleurs, si vous essayez de parcourir différents dictionnaires, vous pourrez avoir plusieurs conceptions, mais le fond sera le même de façon générale. L'image pourrait être considérée comme une projection ou une production d'une personne ou alors d'un être ou d'une chose. D'aucuns vont d'ailleurs jusqu'à considérer que ça pourrait être la représentation matérielle d'une entité abstraite, parce qu'on peut avoir également des images d'entités abstraites. On a vu des portraits du vent, bien qu'on ne puisse pas le saisir. Donc de façon générale, nous pouvons concevoir l'image de cette façon, comme étant la production, la matérialisation d'un être, ou alors la reproduction d'un être ou d'une chose. D'accord. Donc, que ce soit une photo ou que ce soit un dessin, dès qu'il s'agit d'une personne, c'est l'image. Ouais. Alors, dites-nous, maître, vous avez parlé du droit à l'image. Qu'est-ce que le droit de l'image? Alors, le droit de l'image. Oriane, pour parler du droit de l'image, après avoir parlé du droit à l'image, il faudrait... En fait, on veut voir la différence. La différence entre le droit à l'image et le droit de l'image, effectivement. Il faudrait là opérer une distinction juridique dans une classification bien établie. De façon globale, lorsque vous rentrez dans une conception civiliste, c'est-à-dire en matière civile, vous allez trouver deux grandes catégories de droits. Vous allez trouver les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. Alors, quand on parle de droits patrimoniaux, vous comprenez bien que ça, ce sont les droits qui peuvent rentrer dans le patrimoine de l'individu. Les droits extra-patrimoniaux sont ceux-là qui ne sont pas quantifiables et donc qui ne peuvent pas rentrer dans le patrimoine de l'individu. Au rang des droits extra-patrimoniaux, vous allez trouver les droits attachés à la dignité de la personne, les droits sur la vie privée, le droit à l'image, le droit à l'honneur, le droit au respect de son intégrité physique et autres. Dans la quasi-totalité des cas, les droits qui ressortent même de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les droits inhérents à notre personne et à notre qualité d'être humain. Dans les droits patrimoniaux, qui sont ceux-là qui peuvent être quantifiés, évalués en argent, qui peuvent rentrer dans le patrimoine de l'individu, vous allez trouver les droits personnels, vous allez trouver des droits réels, c'est-à-dire les droits personnels, vous allez peut-être trouver les droits du créancier, les droits réels, les droits qu'on a sur nos biens et autres. Vous allez trouver également les droits intellectuels. Aujourd'hui, on parle des droits d'auteur dans la catégorie des droits de la propriété intellectuelle et autres. Donc voilà un peu le distinguo que nous pouvons opérer entre le droit à l'image, qui lui est cette prérogative qui est intimement liée à la personne et dont il faut d'ailleurs préciser que contrairement aux droits patrimoniaux, les droits extra-patrimoniaux au rang desquels le droit à l'image sont des droits qui sont imprescriptibles, qui sont insaisissables, qui sont incessibles, qui sont même intransmissibles. C'est pour vous dire combien ils sont ils sont consubstantiels à l'existence même de la personne. Donc ce sont ces droits-là qui sont intimement liés à la personne, à la différence des droits patrimoniaux qui, eux, sont des droits qui peuvent découler des rapports quantifiables et numériques que nous pouvons avoir au cours de notre vie. Alors, si je comprends bien, le droit à l'image fait partie du droit de l'image. Non, on ne peut pas dire que le droit à l'image fait partie du droit de l'image. Alors, je vais prendre un cas de figure un peu simple. Okay. Vous avez, pour utiliser mon image, l'obligation de requérir mon consentement. Okay. Vous voulez faire une photographie à Menbadi et peut-être vous en servir à quelque fin commerciale que ce soit. Vous avez le droit d'utiliser, de requérir votre autorisation. Mon autorisation. Là, nous sommes dans le droit à l'image. Okay. Parce que si vous l'utilisez à des fins commerciales ou quelconques, vous la publiez sans mon consentement, vous êtes en train de violer cette prérogative qui m'est intimement liée, okay. Le droit à l'image. Maintenant, vous, Oriane, vous êtes peut-être une régie publicitaire
et vous avez pu consentir avec Menbadi de ce que son image peut être utilisée à des fins commerciales. Une convention a été établie et donc vous êtes aujourd'hui la personne qui pourrait jouir de l'utilisation de cette image. Si vous voulez la céder à un quelconque individu, par exemple dans le cadre d'une publicité dont il aura besoin pour booster les ventes de ses produits, vous voyez que vous allez la commercialiser, bien évidemment, après avoir au préalable eu mon autorisation. Ouais. Là, ce sera votre droit sur cette œuvre-là. Là, on est en train de parler du droit de l'image Ok. et non plus du droit à l'image. Ok. Donc, la faculté que j'ai, la prérogative que j'ai de vous interdire de commercialiser mon image, ça c'est le droit à mon image. Maintenant, ce que je peux, le profit que je peux tirer de la transaction que nous ferions, de la convention que nous ferions, lorsque je vous ai autorisé à utiliser mon image, ça pourrait rentrer dans le droit de mon image. D'accord. Alors, dites-nous, à quel moment il y a atteinte au droit à l'image? Alors, l'atteinte au droit à l'image est tout simplement la violation de l'obligation que vous avez de requérir mon autorisation. Ok. Ça veut dire que toutefois que vous allez utiliser mon image sans mon consentement, sans m'avoir préalablement requis mon autorisation, vous êtes en train de violer mon droit ou bien le droit à mon image. D'accord. Bon, je vais poursuivre aussi avec le droit à l'image, de l'image naturellement. Je voudrais quand même revenir sur la notion précédente. J'ai autorisé cette régie-là à publier mon image à des fins commerciales et plus loin, quelqu'un d'autre requiert aussi cette image-là. Est-ce que on va reprendre l'exemple de Menbadi. Est-ce que Menbadi qui a donné l'autorisation au départ pourrait demander à obtenir quelque chose de la deuxième personne, du deuxième acquéreur? Je ne sais pas si je m'explique bien. Oui, je vous comprends. En principe, non. Ok. Mais c'est relatif. En principe, non, parce que si la convention que nous avions signée ensemble est bien montée, nous allons bien déterminer le cadre dans lequel vous pouvez vous servir de mon image. Ok, d'accord. Alors, si vous êtes resté dans le cadre formel de l'utilisation qui a été prescrite par mes soins, vous conviendrez avec moi que je ne saurais Réclamer quoi que ce soit. réclamer quoi que ce soit parce Ok. qu'au préalable, j'aurais déjà reçu une contrepartie de l'utilisation pour laquelle je vous ai donné mon autorisation. D'accord. Si au contraire, vous, dans le cadre de l'utilisation de cette image, vous en faites une utilisation détournée, alors même qu'au préalable, moi, je vous avais donné une autorisation, mais dans un cadre bien déterminé, alors il est tout à fait possible que je demande, même d'ailleurs, pas seulement obtenir quelque chose, que je demande même la suspension ou l'interdiction de cette utilisation, parce qu'elle est au-delà, elle va au-delà du cadre dans lequel l'autorisation vous a été donnée par moi. D'accord. Alors, je reviens sur le droit de l'image, qui m'a l'air un peu complexe quand même, maître. Ouais. À quel moment il y a atteinte? Je venais de le dire. C'est complexe quand même, cette notion-là. Je venais de le dire, Oriane. Il y a simplement atteinte au droit à l'image. De l'image. Au droit de l'image. Oui. Bien évidemment, le droit de l'image, ça va nous faire un détour un peu dans les droits intellectuels. Si vous prenez les droits d'auteur et consorts. Peut-être c'est la notion image et intellectuel, patrimoine qui mélange, hein, je ne sais pas, parce que quand on entend image, on se dit c'est... Après, si on entre dans patrimoine et tout, ça devient un peu complexe quand même. Prenez simplement le droit de l'image comme avec la distinction que j'ai faite au préalable, s'agissant des droits patrimoniaux. Ça veut dire que c'est un droit dont je pourrais tirer profit. Alors, si vous vous dites que vous avez la possibilité d'ailleurs, et vous êtes seul à pouvoir tirer profit de cette image, prenons le cas d'une œuvre, par exemple. Prenons le cas d'une œuvre. Vous avez photographié, vous avez fait une œuvre. Et donc, logiquement, vous qui êtes l'auteur de cette œuvre, vous êtes le seul à pouvoir en tirer profit. Si moi, Yves Mbadi, je viens utiliser cette œuvre qui est la vôtre à d'autres fins, je suis en train, là, de violer le droit de cette image. De cette image, ok. Le droit que vous avez sur cette image.
Voilà. Là, je crois que c'est plus clair. Merci. Okay. Alors, dites-nous, le droit à l'image est protégé par quel code? Civil, pénal ou les deux? Les deux. Alors, le droit à l'image est protégé par un ensemble d'instruments légaux, que ce soit en matière civile, que ce soit en matière pénale. Et comme je le disais tantôt, au regard de la classification que j'ai opérée préalablement, les réclamations ou alors la protection du droit à l'image sera tributaire effectivement de l'angle sous lequel on voudra présenter le préjudice que l'on aura subi. Ça veut dire, sur le plan civil, je peux effectivement établir une violation du droit à mon image. De la même façon, sur le plan pénal, on pourra distinguer maintenant le cas échéant au regard des sanctions qui pourraient en découler, c'est-à-dire lorsque les sanctions peuvent être pénales, et dans ce cas, on comprendra que là, nous sommes dans le régime pénal. Et lorsque les sanctions peuvent être civiles, c'est-à-dire la réparation du préjudice subi, très souvent en indemnisation, en somme d'argent et consorts, nous sommes sur le plan civil. Okay. Donc, pour répondre directement à votre question, le droit à l'image peut être protégé autant sur le plan civil que sur le plan pénal. Ok. Alors, depuis, nous parlons des personnes. L'image n'est pas que liée à la personne. Est-ce que les biens peuvent aussi être protégés? Est-ce qu'ils respectent aussi le droit à l'image? Alors, le droit à l'image des biens est c'est une notion qui est jusqu'ici un peu complexe parce que lorsqu'on essaye de regarder les positions de différents auteurs et même différentes jurisprudences, elles ne sont pas du tout complètement alignées. Parce que vous avez certains auteurs qui pensent, et ça sont les moins nombreux, qui pensent que l'on pourrait effectivement parler du droit à l'image des biens. Okay. C'est-à-dire que je pourrais prendre, je serais logiquement tenu de requérir l'autorisation d'Oriane si je veux faire une photographie de son véhicule et l'utiliser à des fins commerciales. Okay. Mais je dis, ça, ils sont très peu nombreux. Mais la grande majorité estime, et je suis de ceux-là, de cet avis également, que le droit à l'image des biens ne devrait pas être perçu de cette façon. Tout comme ce dont j'évoque le cas pour l'instant, je pense que le droit à l'image des biens ne peut être évoqué que lorsqu'on peut établir que l'utilisation de l'image du bien peut représenter un risque ou alors un trouble à mon égard. Okay. Je vais prendre un cas précis pour illustrer ce cas de figure. Vous faites une photographie de mon véhicule. Imaginons que ce soit une Maybach assez récente, Mercedes, que vous publiez bien évidemment en prenant le soin de flouter l'immatriculation. Logiquement, ce n'est pas censé porter véritablement une atteinte à mon droit à l'image, parce que encore faudrait-il qu'on établisse le lien entre l'image que vous avez publiée et ma personne. Maintenant, vous faites la photographie du même véhicule devant mon domicile ou alors en ma présence. Cela peut représenter un risque pour moi parce que compte tenu de la valeur de ce véhicule, je pourrais être sujet à agression si l'on estime que le propriétaire du dit véhicule est présumé être nanti ou fortuné. Vous voyez que en publiant une image du véhicule à côté du propriétaire, cela peut représenter un risque ou alors un quelconque trouble dans sa vie. À ce moment, oui, le droit à l'image du bien ou alors sur le bien peut être d'une certaine façon caractérisé, ou alors on pourrait parler, dans ce cas de figure, d'un droit à l'image du bien. D'accord. Dites-nous, dans les entreprises, en général, il y a des caméras à des différents coins. Est-ce qu'ici, on peut parler de droit à l'image? Je veux dire ceux qui travaillent dans cette enceinte-là. Est-ce qu'ils peuvent parler du droit à l'image? Je suppose que les caméras filment à longueur de journée. Est-ce que là, on peut évoquer cette notion-là?
Alors, parler du droit à l'image dans les entreprises ou alors en milieu professionnel sera un peu difficile. Pourquoi? Parce que là, on n'est pas dans le cadre d'une atteinte à la vie privée. Ok. On n'est pas là dans le cadre d'un aspect lié à la personne elle-même. Vous êtes là dans vos prestations professionnelles et l'employeur, pour s'assurer effectivement de ce que vos prestations professionnelles sont accomplies dans le strict respect peut-être du règlement intérieur ou alors des règles qui régissent votre corps de métier, peut dire je vais installer des caméras de sécurité dans cette logique-là. Alors, on ne pourrait pas objectivement parler dans ce cas d'une violation du droit à l'image si en entreprise, l'employeur a disposé des caméras pour s'assurer de ce que... Parce qu'il y va même également de l'image de cette société. Une structure dont la notoriété dépend effectivement de la manière de travailler, de la qualité du service, peut s'assurer de la qualité de ce service à travers la visualisation des images sur la vie quotidienne ou courante au sein de sa structure. D'accord. Il peut même vérifier si c'est... Maintenant, s'il faut pousser le bouchon un peu loin en disant est-ce que ces caméras peuvent être disposées dans les toilettes et autres, là, nous sommes un peu d'accord qu'on est dans un aspect beaucoup plus intime qui pourrait en ce moment être problématique. Parce qu'on ne va pas aux toilettes pour travailler. On y va certainement pour des besoins beaucoup plus intimes. Et puis, capter ou capturer ces images reviendrait d'une certaine façon, à violer ou à braver cette intimité-là. Mais dans la maison, est-ce que ça pose problème? Je veux dire, dans ma maison, je peux disposer des caméras et poursuivre peut-être mon personnel. Ça reste dans ma maison, je suis chez moi. Dans ma maison, je suis chez moi. D'ailleurs, l'expression, elle est très bien connue. On parle de caméra de vidéosurveillance. Donc, je suis en train de surveiller mon domicile. Alors, comment on fait une autorisation du droit à l'image? Est-ce que ça suit un canevas, j'ai envie de dire, est-ce que c'est oral, ça passe? Écrit ou alors il faut forcément rédiger? Comment faire le droit à une autorisation? L'autorisation du droit à l'image renvoie au contrat que vous allez établir entre vous. Et ceci renvoie au principe du consensualisme. Ça veut dire que deux parties qui décident de contracter ensemble peuvent décider de la forme de leur contrat. Si vous estimez que peut-être en contractant de façon verbale, vous êtes assuré du respect par chacune des parties des clauses de ce contrat et donc l'établissement du contenu du contrat peut être fait par tout moyen ou peut être facilement ou plus aisé. Quitte à vous de le faire. Mais maintenant, si vous pensez que voilà, il est peut-être plus prudent que le contrat soit formel et que nous éditions à l'intérieur du contrat, que nous prévoyons toutes les clauses qui vont bien évidemment établir les droits et les obligations de chacune des parties, alors cela vous revient de le faire. Donc il s'agit d'un contrat que les deux parties vont signer entre elles, dans lequel elles vont établir les clauses qui vont bien évidemment réguler l'objet de cette convention. Alors je vais signer une autorisation, je vais demander une autorisation, je vais voir un avocat, je vais à la mairie, je vais où c'est entre deux parties simplement. Dans une maison, on peut le faire si on décide de rédiger. On peut le faire ici. Oui, ça dépend de vous. Vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez... C'est un contrat de façon générale, ça veut dire qu'il n'est pas spécialement atypique, il n'est pas régi par un processus particulier qui voudrait que vous requériez les services de tel ou tel. Si vous voulez vous faire assister, vous faites assister. Si vous voulez, une fois que vous l'avez monté, le signer peut-être dans votre domicile, vous pouvez décider de venir le signer dans mon petit village de Manjabgar. Vous êtes libre de choisir où vous allez signer votre contrat et puisque vous allez insérer dans votre contrat, ça dépend de vous. Maintenant, si vous tenez peut-être à ce que vos intérêts soient mieux protégés dans ce contrat, vous pouvez vous faire assister ou alors confier la conception, la gestion et même la signature de ce contrat
au moins de cette assistance par un conseil expérimenté. D'accord. Merci, Maître. On voit bien que c'est une notion bien vaste et vous êtes d'accord avec moi qu'on pourrait faire une deuxième partie. Effectivement. Merci. Merci déjà pour tous ces enseignements. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous espérons avoir répondu à quelques-unes de vos préoccupations. Sinon, rendez-vous dans la deuxième partie.